Ma sœur a exigé ma maison au bord du lac pour son mariage. Quand j'ai refusé, elle a détruit pour 50 000 $ d'antiquités de notre grand-mère, a empoisonné mon chien et a essayé d'incendier la maison, mais les caméras de sécurité tournaient. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais très vite, si vous aimez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien fait que tout continue. Plongeons-nous. Publié par L'écouse Nightmare 30. J'ai besoin de raconter cela avant de devenir fou. Je suis James, 30M, et ce qui s'est passé ce week-end me fait tout remettre en question sur ma famille, ma santé mentale, et si le sang signifie vraiment quelque chose. Je possède une maison au bord du lac dans le nord du Michigan que ma grand-mère m'a léguée à son décès il y a 5 ans. Ce n'est pas seulement une propriété pour moi. C'est là que j'ai passé tous mes étés enfant, où grand-mère m'a appris à pêcher au lever du soleil, où elle gardait toutes ces antiquités qui étaient dans notre famille depuis des générations. Chaque pièce de cette maison a une histoire. La table à manger où mon arrière-grand-père a demandé la main de mon arrière-grand-mère en 1923. Le vaisselier qui a survécu à leur voyage de Pologne. Le canapé victorien que ma grand-mère a acheté avec son premier salaire d'infirmière en 1952. Ma sœur cadette Emily, 24F, s'est fiancée il y a 6 mois à Michael, un gars avec qui elle sortait depuis 2 ans. Tant mieux pour elle, n'est-ce pas? J'étais sincèrement heureux pour elle au début. Michael semblait être un gars décent, un emploi stable de comptable, la traitait bien, s'entendait bien avec la famille. Mais quelque chose a changé chez Emily au moment où la bague a été mise à son doigt. Elle est devenue un cauchemar absolu, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. La douce sœur, bien que parfois gâtée, que je connaissais a disparu, remplacée par cette étrangère exigeante et pleine de droits. Elle a décidé que ma maison au bord du lac serait l'endroit parfait pour son mariage en juin. Elle n'a pas demandé. Elle l'a annoncé lors du dîner du dimanche comme si c'était déjà décidé, sortant son téléphone pour montrer à tout le monde des tableaux Pinterest qu'elle avait fait de sa vision de la propriété. Elle avait planifié où l'arche de la cérémonie irait sur le quai, où ils installeraient la tente de réception dans le jardin, comment elle accrocherait des guirlandes lumineuses dans les arbres. Elle avait même choisi les chambres où logeraient ses demoiselles d'honneur. Quand j'ai refusé, expliquant que je l'avais déjà loué pour la plupart des mois de juin et juillet à des clients réguliers. J'utilisais les revenus locatifs pour entretenir la propriété et payer les impôts considérables, elle a littéralement ri. Pas un rire nerveux ou un rire gêné, un rire dédaigneux et cruel comme si j'avais fait une blague particulièrement stupide. Annule-les juste, a-t-elle dit, agitant la main comme si elle chassait une mouche. C'est plus important. J'ai essayé d'expliquer rationnellement pourquoi cela ne fonctionnerait pas. La maison au bord du lac a 3 chambres, une salle de bain, et peut accueillir confortablement environ 20 personnes un bon jour. Emily voulait inviter plus de 150 personnes. Le système septique à lui seul ne pouvait pas gérer autant de personnes. Nous parlons d'un système conçu dans les années 1960 pour une petite famille, pas une réception de mariage massive. La seule salle de bain aurait des files d'attente s'étendant jusqu'au quai. Le système électrique sauterait si elle essayait d'installer l'équipement de Digi et les chauffe-plats traiteurs qu'elle prévoyait. De plus, les meubles anciens à l'intérieur. Le vaisselier de grand-mère de 1890 contenant sa collection complète de verres de dépression. La salle à manger en chêne sculptée à la main qui pouvait accueillir 8 personnes. Le canapé victorien avec son rembourrage original en crin de cheval et son revêtement en velours bordeaux. Rien de tout cela ne pouvait survivre à une réception de mariage. Ce n'était pas seulement des antiquités. C'étaient des pièces de qualité muséale que j'avais dépensé des milliers pour entretenir correctement. Le contrôle de l'humidité seul pour cette maison me coûtait 200 $ par mois pour protéger ces pièces. Mais Emily a toujours été l'enfant chéri. Mes parents, Robert, 58M, et Linda, 56F, ne lui ont jamais dit non de sa vie. Quand elle avait 5 ans et voulait un poney, ils lui ont acheté des leçons d'équitation. Quand elle avait 16 ans et a accidenté sa première voiture 3 semaines après l'avoir obtenue, ils lui en ont acheté une plus neuve et plus sûre. Quand elle a abandonné l'université après 2 ans parce que c'était trop stressant, ils l'ont soutenue et ont payé son appartement pendant qu'elle se cherchait. Pendant ce temps, j'ai eu 2 emplois à l'université,
payer mon propre loyer, et la seule chose que j'ai jamais héritée était la maison au bord du lac. Et ce n'était que parce que grand-mère me l'avait spécifiquement léguée. Probablement parce qu'elle savait que j'étais le seul à vraiment l'aimer comme elle. Quand je suis restée ferme concernant le mariage, Émilie a lancé une campagne de manipulation qui aurait impressionné un stratège militaire. D'abord, les larmes, des sanglots dramatiques et hystériques au dîner de famille, disant que je gâchais ses rêves. Puis les culpabilisations sur le fait que grand-mère aurait voulu ça, que grand-mère aimait les mariages et serait horrifiée par mon égoïsme. Elle a même prétendu que grand-mère lui avait promis qu'elle pourrait se marier là quand elle était petite, ce qui était une fabrication complète. Puis elle a impliqué nos parents et ils m'ont traité d'égoïste et ont dit que je devais soutenir la famille. Ma mère a même dit, « James, tu n'es même pas marié. Tu ne comprends pas à quel point un lieu de mariage est important pour une mariée. » Mon père a ajouté que j'étais têtue comme ta grand-mère. Ce qu'il voulait dire comme une insulte, mais que j'ai pris comme un compliment. La famille élargie a été entraînée ensuite. Émilie a créé un groupe de discussion appelé « Planification de mariage » et a ajouté toutes nos tantes, oncles et cousins, où elle me dépeignait comme ce méchant qui se tenait entre elle et son jour parfait. Elle postait des choses comme « Si le cœur brisé que certaines personnes ne comprennent pas l'importance de la famille et souhaitent juste que certains frères et sœurs comprennent que l'amour signifie le sacrifice. » Je suis restée ferme à travers tout ça. J'ai même offert des alternatives. Je paierai la moitié de la location d'un autre lieu comme cadeau de mariage. Je l'aiderai à trouver des lieux au bord du lac qui étaient réellement équipés pour les mariages. Je lui donnerai un chèque généreux à verser pour le lieu qu'elle voulait. Chaque offre a été rejetée avec une hostilité croissante. Jeudi dernier, tout a changé. J'ai reçu un appel à 14 heures de mon voisin au lac, Gary, un ancien policier d'État à la retraite qui surveille l'endroit quand je ne suis pas là. Sa voix était tendue. « James, je ne veux pas t'alarmer, mais la voiture d'Émilie est dans ton allée depuis environ 2 heures. J'ai entendu des bruits inquiétants, des fracas, du verre brisé. Je pensais que tu devrais savoir. J'étais au travail en ville, à 2 heures de route. J'ai immédiatement appelé Émilie, pas de réponse. Rappelé, directement sur le répondeur. J'ai appelé mes parents. Ils ont dit qu'elle s'occupait de quelque chose et me rappellerait. Le ton de ma mère était étrange, évasif. Mon estomac s'est noué. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale et je suis partie immédiatement. Pendant le trajet, j'ai appelé Émilie 17 fois. Rien. J'ai appelé Michael. Il a dit qu'elle lui avait dit qu'elle allait faire du shopping pour sa robe de mariée avec des amis. J'ai demandé à Gary de vérifier de plus près, mais il a dit qu'elle avait verrouillé toutes les portes et tiré les rideaux. Ce que j'ai trouvé en entrant me hantera à jamais. La première chose que j'ai vue était le vaisselier, cette belle pièce qui se tenait dans le même coin depuis 50 ans, sur le côté, au milieu du salon. Chaque pièce de la collection de verres de dépression de ma grand-mère, 127 pièces qu'elle avait collectées toute sa vie, était brisée sur le parquet. Du verre rose, vert et ambre réduit en poussière et en éclats. Le vaisselier lui-même était fendu en deux, ses détails sculptés à la main éclatés. La salle à manger était pire. La table en chêne avait été attaquée avec ce qui ressemblait à une hachette ou un marteau, de profondes entailles sur sa surface, des morceaux littéralement coupés dans les pieds. Les 8 chaises assorties avaient été systématiquement détruites, les dossiers cassés, les sièges fendus, les pieds cassés. Le miroir du buffet était brisé, les tiroirs arrachés et jetés, leur contenu, l'argenterie de grand-mère, les draps de table brodés à la main, éparpillés et déchirés. Le revêtement en velours d'origine du canapé victorien était lacéré en ruban, le rembourrage arraché et éparpillé comme de la neige. Toutes les photos de famille sur les murs avaient été arrachées des cadres et déchirées en morceaux. La fenêtre en vitrail de la porte d'entrée que mon grand-père avait faite dans son atelier en 1967, une scène de huard sur le lac, était brisée. Du verre coloré craquait sous mes pieds pendant que je marchais. Mais elle n'avait pas fini. J'ai trouvé Émilie dans la chambre arrière, celle qui avait été à ma grand-mère, en train de graffer au mur avec de la peinture rouge. Elle avait déjà écrit « égoïste » en lettres de 3 pieds et commençait à écrire « Tu as tout ruiné » quand je suis entrée. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, ma voix brisée par la rage et l'incrédulité. Elle s'est retournée avec un sourire tordu que je n'avais jamais vu auparavant.
Le pot de peinture toujours à la main. J'améliore pour mon mariage, a-t-elle dit, sa voix d'une douceur écœurante. Puisque tu ne me le donnes pas gentiment, je le prends quand même. Et oups. On dirait que tes précieuses antiquités ont eu quelques accidents. Je lui ai dit de partir immédiatement ou j'appelais la police. Elle a ri, a vraiment ri, et a dit, vas-y, maman et papa me feront sortir et tu auras l'air du cinglé qui a appelé les flics sur sa propre sœur. J'ai sorti mon téléphone pour composer le 911. Dès qu'elle m'a vu le faire, toute son attitude a changé. Elle a laissé tomber le pot de peinture et son visage s'est transformé en un masque de terreur. Elle a commencé à crier, je veux dire crier de toutes ses forces, ne me fais pas de mal. S'il te plaît, que quelqu'un m'aide. Il va me tuer, tout en reculant de moi les mains levées comme si je l'approchais avec une arme. J'étais de l'autre côté de la pièce, je n'avais pas bougé vers elle du tout, juste debout avec mon téléphone à la main, figé sous le choc de cette performance. Elle a couru devant moi, toujours en hurlant, au secours. Il m'attaque, assez fort pour que tout le lac l'entende, et a sprinté vers sa voiture. Elle a démarré en trombe de l'allée, klaxonnant toujours en détresse apparente. 20 minutes plus tard, alors que j'étais toujours au téléphone avec le 911 pour signaler le vandalisme, mes parents m'appelaient. Mon père hurlait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Émilie était allée directement chez eux, hystérique, avec de la peinture rouge sur les mains qu'elle prétendait être du sang de l'endroit où je l'avais saisie. Elle leur a dit que je l'avais attaquée, l'avais saisie à la gorge, l'avais poussée contre le mur et l'avais menacée de la tuer si elle revenait. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de leur parler de la destruction, mais ils n'ont pas voulu écouter. Nous arrivons tout de suite, a dit ma mère. Ne pars surtout pas. En attendant la police et mes parents, j'ai parcouru la maison, documentant tout avec mon téléphone. Plus je voyais, plus je réalisais que ce n'était pas une destruction aléatoire dans un accès de rage. C'était systématique, calculé. Elle avait ciblé chaque pièce qui avait appartenu à notre grand-mère. Chaque objet ayant une valeur sentimentale, elle avait laissé la télévision, les meubles modernes que j'avais achetés, l'électronique, tout intact. Il s'agissait de causer un maximum de dommages émotionnels. La police est arrivée en premier. L'officier Patricia Thompson, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, qui est devenue de plus en plus horrifiée alors que je la guidais dans chaque pièce. Elle a pris des photos, a tout documenté méticuleusement et m'a demandé si j'avais une idée de qui avait fait cela. Ma sœur, ai-je dit, elle est en route ici avec mes parents. Elle leur a déjà dit que je l'avais agressée, mais je ne l'ai jamais touchée. L'officier Thompson a levé un sourcil. Y a-t-il des antécédents de violence entre vous? Jamais. Je n'ai jamais levé la main sur elle ou sur qui que ce soit d'autre de ma vie. Mes parents sont arrivés alors que l'officier Thompson était encore en train de documenter. Ils ont fait irruption, le visage de mon père violet de rage, ma mère en pleurs. Comment as-tu pu, m'a-t-elle crié. Ta propre sœur. L'officier Thompson est intervenu. Madame, monsieur, je vais avoir besoin que vous vous calmez. C'est une scène de crime. Scène de crime? Mon père a ricané. Le seul crime, c'est ce qu'il a fait à Émilie. L'officier Thompson a désigné la salle à manger détruite. Et qui a fait ça? Ça n'a pas d'importance pour l'instant, a dit ma mère. A en fait dit ces mots en se tenant au milieu des ruines des biens de sa propre mère. Notre fille est traumatisée. Je leur ai envoyé les photos que j'avais prises avec mon téléphone. Leur réponse est arrivée dans un groupe de discussion familiale 1 heure plus tard. Les choses peuvent être remplacées, mais tu as traumatisé ta sœur. Tu as besoin de gérer ta colère. Les choses peuvent être remplacées. La porcelaine qui a survécu à la Grande Dépression que ma grand-mère lavait à la main chaque dimanche pendant 60 ans. La table où mes grands-parents partageaient tous les repas de leur mariage. Les photos d'ancêtres dont je ne connaîtrai jamais les noms maintenant parce qu'Émilie a détruit les seules copies. Les choses peuvent être remplacées. Les dommages estimés, selon l'expert en assurance et les évaluateurs d'antiquités que j'ai dû faire venir, s'élevaient à plus de 50 000 $. De nombreuses pièces étaient littéralement irremplaçables. On ne fabrique plus de verres de dépression soufflés à la main. On ne peut pas recréer un canapé victorien sculpté à la main ayant une signification historique.
Émilie, pendant ce temps, a lancé sa campagne sur les réseaux sociaux. Elle a posté des photos de peinture rouge sur ses mains, affirmant qu'il s'agissait d'hématomes. Elle a écrit de longs posts émouvants sur le fait de survivre à des abus, sur l'horreur d'être attaquée par quelqu'un en qui on a confiance. Elle n'a jamais mentionné la destruction, jamais mentionné pourquoi elle était à la maison du lac, elle s'est juste dépeinte comme une victime de son frère violent qui est devenu fou quand elle a essayé de parler du mariage. Mes cousins ont commencé à m'appeler. Ma tante Nancy, la sœur de mon père, a posté sur Facebook des propos sur les hommes qui blessent les femmes, mon nom étant à peine masqué. Certaines personnes, a-t-elle écrit, pensent que la propriété est plus importante que les gens. Certains James pensent qu'ils peuvent poser leurs mains sur les femmes et s'en tirer. J'ai engagé un avocat, Brian Chen, un ami de l'université spécialisé en droit pénal. Il a examiné tout, le rapport de police, les photos, les estimations, et a dit que nous avions un dossier solide pour destruction criminelle de propriété et effraction. Mais je dois vous faire comprendre, a-t-il dit. Déposer des accusations contre votre sœur détruira probablement votre relation avec votre famille. Quelle relation, ai-je demandé, en regardant le message de ma mère, me traitant de monstre. Nous avons porté plainte. Émilie a été arrêtée le lundi suivant à son appartement. Mes parents l'ont fait libérer sous caution en moins de 2 heures et lui ont engagé un avocat de la défense. Le groupe de discussion familiale a explosé de messages me traitant de tous les noms imaginables. Vindicatif, cruel, sans cœur, violent. Un seul membre de la famille m'a contacté pour me soutenir. Ma cousine Jennifer qui m'a envoyé un message privé. Je sais qu'Émilie ment. Elle a toujours été comme ça. Mais fais attention. Elle n'en a pas fini avec toi. Jennifer n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Mise à jour 1. 2 semaines après l'incident. La bonne nouvelle d'abord. Nous avions les images de la caméra de sécurité de ma porte d'entrée montrant Émilie entrant avec ce qui était clairement une clé copiée illégalement, portant le pot de peinture et ce qui ressemblait à des outils. Mon avocat Brian était extatique. Cela a détruit sa prétention selon laquelle je l'avais invitée puis agressée. Nous avons également trouvé quelque chose d'intéressant en examinant les images. Émilie avait visité la maison du lac 3 autres fois le mois précédent quand je n'étais pas là. Chaque fois, elle restait environ 1 heure, elle planifiait ça, repérait l'endroit, décidait quoi détruire pour un impact maximal. Maintenant, la terrible nouvelle qui me fait encore trembler de rage quand j'y pense. Mercredi dernier, je suis rentrée du travail pour trouver la porte de mon appartement légèrement entr'ouverte. Mon cœur s'est arrêté. Je vis au 3e étage d'un immeuble sécurisé. Il faut une clé électronique pour entrer, puis une clé pour l'appartement. J'ai poussé la porte doucement, appelant, mais n'ai obtenu aucune réponse. Max, mon golden retriever de 6 ans, était dans sa cage où je le laisse les jours de travail. Mais quelque chose n'allait horriblement pas. Il y avait du vomi partout, et il était allongé sur le côté, respirant à peine, bavant, les yeux flous. Je n'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Je l'ai porté chez le vétérinaire d'urgence, hurlant à l'aide. Le vétérinaire a jeté un coup d'œil et l'a précipité à l'arrière. Les 2 heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Le docteur Jennifer Rodriguez est finalement sorti, le visage sombre. Il a été empoisonné. Antigel. La quantité dans son système. Vous avez de la chance d'être arrivé quand vous l'avez fait. Encore 1 heure et Max a passé 4 jours en soins intensifs. 4 jours de fluides, de médicaments, de surveillance constante. 4 jours de moi dormant dans ma voiture sur le parking parce qu'il ne me laissait pas rester à l'intérieur, mais je ne pouvais pas le laisser. La facture s'élevait à 8 347 $. Je m'en fichais. J'aurais vendu tout ce que je possédais. Mais voici le problème. Mon immeuble a des caméras partout. Mon propriétaire, horrifié par ce qui s'était passé, a immédiatement récupéré les images. On y voyait Émilie, claire comme le jour, entrer dans l'immeuble à 11h47 avec une clé électronique, se rendre à mon appartement avec une clé, rester 23 minutes, puis partir. On la voit transporter un petit sac à l'entrée mais pas à la sortie. Quand je l'ai confronté par SMS, Brian m'a dit de tout documenter par écrit. Sa réponse m'a glacé le sang.
Peut-être que ton chien a juste mangé quelque chose de mauvais. Tu devrais être plus prudent. Ce serait dommage que quelque chose de pire arrive. J'ai immédiatement déposé un autre rapport de police pour cruauté envers les animaux, effraction et menaces criminelles. Le vétérinaire a témoigné que la quantité d'antigel était un empoisonnement délibéré, pas une ingestion accidentelle. Nous avons obtenu une ordonnance de restriction d'urgence le même jour. Quand Émilie a été signifiée de l'ordonnance de restriction chez nos parents, elle les a appelés en pleurant que je gâchais son mariage et que je la faisais passer pour une criminelle. Ma mère m'a en fait appelé et m'a dit « Je n'oublierai jamais ces mots. Tu te soucies plus de ce chien que du bonheur de ta sœur. » Elle a essayé d'assassiner mon chien, ai-je dit, ma voix tremblante. « Ne sois pas si dramatique, » a répondu ma mère. Elle ne ferait jamais ça. Le chien a dû manger quelque chose. Émilie vérifiait probablement juste ton appartement par gentillesse. Une gentillesse ? Entrer par effraction chez moi et empoisonner mon chien. Une gentillesse. La situation avec la famille élargie s'est aggravée. Émilie a intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux, postant d'anciennes photos de nos enfants avec des légendes comme « Tu te souviens quand mon frère m'aimait vraiment ?» et « Avant qu'il ne choisisse la propriété plutôt que la famille », elle a posté une photo d'elle à ce qu'elle prétendait être une séance de thérapie. C'était juste un immeuble de bureau au hasard, parlant de se remettre d'un traumatisme. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Michael, son fiancé, m'a appelé. « James, j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. » Il a dit que les histoires d'Émilie ne correspondaient pas. Elle m'a dit que tu avais offert la maison au bord du lac il y a des mois, que tu avais un problème d'alcool et que tu l'avais agressée dans une crise de rage. Mais je te connais depuis 2 ans et ça ne sonne pas juste. Je lui ai tout envoyé par email. Les rapports de police, les images de sécurité, les dossiers du vétérinaire, les photos de la destruction, les captures d'écran de ses messages, tout. Il m'a rappelé 1 heure plus tard. Sa voix était vide. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, James. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. Elle m'a dit. Elle a dit que tu étais jaloux de nos fiançailles, que tu avais toujours été possessif envers elle. J'annule le mariage. Quand Émilie a découvert que Michael et moi avions parlé, elle est devenue furieuse. Elle m'a appelé d'un numéro masqué, violant l'ordonnance de restriction, et a laissé un message vocal que Brian a plus tard qualifié de « preuve à charge ». Dans ce message, elle hurlait qu'elle détruirait tout ce que j'aimais, que je paierais pour avoir gâché sa vie, et que Max n'était que le début. Mon avocat m'a fait rester chez mon ami David pour ma sécurité. Max, une fois sorti de chez le vétérinaire, est allé rester chez un autre ami dans une autre ville. J'ai varié mes itinéraires pour aller au travail, installé des caméras de sécurité dans mon appartement, changé toutes mes serrures à nouveau, et commencé à porter du spray au poivre. Le procureur a décidé de poursuivre Émilie pour de multiples chefs d'accusation. Les preuves étaient accablantes. Mais mes parents lui ont engagé un avocat de la défense coûteux qui a commencé à faire valoir qu'Émilie traversait une crise de santé mentale provoquée par le stress du mariage et le rejet familial. Je ne pouvais pas croire que nous étions liés. Cette personne qui avait systématiquement détruit l'héritage de ma grand-mère, qui avait essayé de tuer mon chien, qui faisait de ma vie un enfer. C'était ma petite sœur, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais protégée des brutes au collège, qui venait se blottir dans mon lit pendant les orages. Mais cette personne avait disparu, si elle avait jamais vraiment existé. Mise à jour 3 mois après l'incident. Après ma dernière mise à jour, les choses sont restées calmes pendant environ 6 semaines. L'avocat d'Émilie négociait avec le procureur, essayant de faire réduire les accusations à des délits, arguant qu'elle avait besoin de traitement, pas de prison. Mon avocat, Brian, m'a averti que c'était probablement le calme avant la tempête. Pendant ce temps, Michael non seulement a annulé le mariage, mais m'a également envoyé un long email d'excuses. Il a expliqué qu'une fois qu'il a commencé à regarder en arrière avec des yeux clairs, il pouvait voir les signaux d'alarme qu'il avait ignorés, les fois où Émilie avait menti sur de petites choses, ses réactions extrêmes à des déceptions mineures, comment elle l'avait isolé de certains amis qui questionnaient son comportement. Il était en thérapie maintenant, essayant de comprendre comment il avait manqué tout ça. Mes parents m'ont évidemment blâmé pour le mariage annulé.
Ils avaient versé des acomptes, envoyé des invitations, acheté sa robe. Tout cet argent gaspillé parce que je n'arrivais pas à tourner la page. Ils ont commencé à appeler la famille élargie, essayant de faire pression sur moi pour que j'abandonne les poursuites. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Michael avait posté sur Facebook les raisons de l'annulation du mariage. Pas de façon dramatique, juste une simple déclaration sur la découverte de différences irréconciliables et de comportements que je ne peux pas soutenir. Quand les gens ont demandé des détails, il les a dirigés vers les rapports de police publique. Soudain, des membres de la famille qui m'avaient attaqué ont commencé à me contacter avec des excuses. Ma tante Nancy a supprimé son message à mon sujet. Des cousins qui m'avaient traité d'agresseur partageaient maintenant des histoires du comportement passé d'Emily qu'ils avaient ignoré ou minimisé. Comme la fois où elle avait rayé la voiture de sa colocataire d'université pour avoir utilisé son shampoing, ou quand elle avait répandu des rumeurs sur un collègue qui avait obtenu une promotion qu'Emily voulait, manquant de faire renvoyer la femme. Il y a 3 semaines, tout a culminé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un mardi soir, vers 2 heures du matin. J'étais en fait endormie pour une fois, ne m'inquiétant pas, quand mon téléphone a explosé d'alerte de mon système de sécurité à la maison du lac. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, j'ai ouvert l'application, et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Emily était là, mais pas seule. Elle avait 2 grands hommes avec elle que je ne reconnaissais pas, et ils s'efforçaient d'ouvrir une fenêtre arrière avec des pieds de biche. J'ai immédiatement commencé à tout enregistrer sur l'application tout en appelant le 911 sur le téléphone de David. Le répartiteur m'a dit que des unités étaient en route et de rester où j'étais, de ne pas aller à la propriété moi-même. Mais c'est là que l'arrogance d'Emily l'a finalement détruite. Les caméras intérieures que j'avais installées avaient un son, et elle parlait fort, clairement, comme si elle donnait une présentation. C'est la maison de ma grand-mère, disait-elle aux hommes. Mon frère me l'a volée. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Mon ex-petit ami était violent et a changé les serrures illégalement. J'ai juste besoin de récupérer mes affaires. L'un des hommes semblait incertain. Vous êtes sûr de ça? Ça ressemble à une effraction pour moi. Emily a ri. Je vous paierai un supplément. Écoutez, voici ce que nous allons faire. D'abord, nous allons sortir tous les meubles anciens. Ça vaut des milliers et c'est légitimement à moi. Ma grand-mère me l'a promis. Chargez-le dans le camion que vous avez apporté, a-t-elle continué. Et cette prochaine partie est ce que mon avocat a plus tard appelé le ticket d'or pour la poursuite. Après que nous aurons sorti tout ce qui a de la valeur, nous allons avoir un petit accident. Vous allez laisser la cuisinière à gaz allumée, et je vais accidentellement faire tomber cette bougie. Ces vieilles maisons brûlent vite. L'assurance paiera pour une nouvelle maison, et mon frère devra me laisser avoir mon mariage ici l'été prochain quand elle sera reconstruite. Ou mieux encore, il sera trop fauché pour la garder, et je l'achèterai à bas prix. L'un des hommes a immédiatement reculé. Madame, c'est grave. C'est de la prison ferme. Je m'en vais. 5 000 chacun, dit Emily. Cash ce soir. L'autre homme secoua la tête. Pas question. C'est fou. Vous avez dit que c'était votre maison, que nous ne faisions que déménager des meubles. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. 3 voitures, phares allumés, des policiers s'approchant les mains sur leurs armes. Les 2 hommes ont immédiatement levé les mains. Emily a essayé de s'enfuir, mais a été plaquée au sol par un officier dans le jardin. J'ai tout regardé sur mon téléphone. David à côté de moi, tous les 2 sous le choc absolu. Elle avait réellement prévu d'incendier la maison du lac. La maison de ma grand-mère avec tous ses souvenirs, toute son histoire. Elle allait la détruire complètement par méchanceté. Les 2 hommes ont immédiatement coopéré avec la police. C'étaient juste des gars de Craigslist qui pensaient aider quelqu'un à déménager. Ils avaient les SMS d'Emily leur offrant $500 chacun pour un déménagement, puis les SMS augmentant le montant à $5 000 chacun une fois arrivés et ayant appris le véritable plan. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec l'incendie criminel et étaient horrifiés d'avoir été entraînés dans cette affaire. Emily a été accusée de tentative d'effraction, de complot en vue de commettre un incendie criminel, de complot en vue de fraude à l'assurance, de violation de l'ordonnance restrictive, de tentative de vol qualifié,
et de sollicitation de crimes graves. Cette fois, compte tenu de la gravité et de l'escalade évidente, le juge a refusé la caution. Emily est en prison de Comté depuis 3 semaines, en attente de son procès. Le développement le plus choquant est survenu 2 jours après son arrestation. Mes parents m'ont appelé. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, ma mère pleurait de vraies larmes, pas des larmes manipulatrices. Emily les avait appelées de prison, et dans ce que son avocat a plus tard décrit comme une crise mentale, elle a tout avoué, non seulement la destruction de la maison du lac et l'empoisonnement de Max, mais des années de choses que nous n'avions jamais sues. Elle volait nos parents depuis des années, avait été renvoyée de 3 emplois pour vol, mais disait à tout le monde qu'elle avait démissionné, avait mené des escroqueries par carte de crédit en utilisant les informations de notre père. Mais le pire, elle leur a dit qu'elle avait un carnet où elle planifiait mes accidents pour après sa sortie. Elle avait fait des recherches sur la façon de faire échouer les freins d'une voiture, sur la quantité d'insuline nécessaire pour provoquer un événement hypoglycémique mortel, sur la façon de faire passer une mort pour un suicide. La voix de ma mère était brisée quand elle a dit « James, je suis tellement désolée. Nous avons permis cela. Nous avons créé cela. Nous lui avons toujours trouvé des excuses. Nous avons toujours cru ses mensonges. Nous vous avons laissé tomber et nous l'avons laissé tomber. » Mon père m'a envoyé un long email détaillant toutes les fois au fil des ans où ils avaient choisi de croire Emily plutôt que les preuves, choisi la paix plutôt que la vérité, choisi de l'encourager plutôt que la responsabilité. Des moments dont je ne me souvenais même pas où Emily avait fait quelque chose de mal et m'avait blâmé, et il m'avait puni au lieu d'enquêter. Nous suivons une thérapie, a-t-il écrit, individuelle et de couple. Nous devons comprendre comment nous sommes devenus ces personnes qui choisiraient un mensonge confortable plutôt que la sécurité de notre fils. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Ils ne demandent pas pardon, ce que j'apprécie, mais le mal est fait. Ils l'ont regardé détruire l'héritage de notre grand-mère et m'ont blâmé. Ils ont appris qu'elle empoisonnerait mon chien et ont trouvé des excuses. Il a fallu qu'elle planifie d'incendier une maison et potentiellement de me tuer pour qu'ils voient ce qu'elle était vraiment. Le procès d'Emily est dans 2 mois. Son avocat insiste pour un accord de